sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle. Ce soir, il est question des locataires en copropriété. On en a déjà parlé dans une émission antérieure, mais on revient parce qu'aujourd'hui, on aborde des angles et des aspects qui n'ont pas été traités la fois d'avant. Alors, donc, je suis avec mes invités qui commencent à être des habitués pas mal. Maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Bonsoir, Maître Papineau. Bonsoir. Vincent Gaudreau, courtier en assurance de dommages, qui a développé une expertise dans le domaine de l'assurance pour copropriété. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, M. Sellier. Monsieur Blanchette, gestionnaire de copropriété chez gestiondecondo.com. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, François. Deuxième présence en temps de semaine. Ça risque de devenir une habitude, mais je pense que tout le monde est heureux, on a du plaisir, on fait des émissions d'intérêt public et je pense que les auditeurs ont du plaisir également. Alors, bonsoir à tous les auditeurs. C'est à vous que je m'adresse. Si vous avez des questions à poser à nos invités ce soir, vous pouvez le faire tant que vous voulez sur Facebook. Vous posez des questions et nos invités se feront un plaisir d'y répondre dans la mesure du possible, évidemment. Mais habituellement, ça se passe bien. Les gens répondent, nos invités répondent et ça se passe bien. Donc, nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. Avant de céder la parole à nos invités, un petit laïus, mais tout juste auparavant, je vous rappelle que sur condolégal.com, vous pouvez consulter des fiches pratiques sur l'assurance en copropriété. Vous allez ici, page d'accueil, l'assurance. Il y a toutes sortes de... Il y a de l'assurance pour le syndicat, l'assurance d'administrateur, et on va en parler justement de l'assurance au regard des locataires. Donc, l'assurance ça concerne l'assurance du copropriétaire notamment et du syndicat. C'est intimement lié. Et je vous invite également à aller voir une vidéo que j'ai conçue et que j'ai produite pour le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. 50 ans de copropriété dans une vidéo. Alors, vous cliquez là-dessus, ça vous amène à la vidéo en question. Le droit de la copropriété a pris naissance en 1969 au Québec. Alors, 50 ans d'histoire, quand même des moments marquants, des faits saillants pendant ces 5 décennies. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Alors, plusieurs locataires adoptent des comportements exemplaires au sein d'une copropriété. Alors, il y a beaucoup de locataires qui se comportent très bien, qui sont adaptés et qui font les choses correctement, ne font pas d'histoire, sont des gens civilisés, qui respectent les règles et qui font preuve de civisme. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas la bonne attitude parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts que les copropriétaires. Vous savez, quand on mélange des locataires avec des copropriétaires, parfois le mélange est moins bon. Ça dépend à qui on a affaire. Les locataires délinquants, si je peux m'exprimer ainsi, ont tendance à ne pas respecter les règlements de l'immeuble, à faire du bruit. Ils peuvent endommager l'unité qu'ils habitent, mais aussi les parties communes. Alors, il revient au copropriétaire bailleur concerné de gérer son locataire, évidemment. À défaut de le faire, ce sont les administrateurs qui le feront. Donc, les syndicats de copropriétaires qui ont mal à partir avec les locataires doivent y voir, car il ne faut surtout pas les laisser imposer la loi dans un immeuble. Comme je vous dis, il y a une majorité de locataires qui se comportent très bien, mais il y a toujours un clan de récalcitrants, une poche de résistance, si je peux m'exprimer ainsi. Et ces gens-là, il faut leur dire gentiment, mais il faut, parce que parfois, ces gens-là ne savent pas aussi. Ils pensent dans un appartement, ils croient qu'ils ont tous les droits, alors qu'ils n'ont pas nécessairement tous les droits, parce que dans une copropriété, ça fonctionne différemment que dans un immeuble à logement locatif. Maître Papineau pourra nous le dire. Les syndicats qui ont une clause pénale dans une situation comme ça, eh bien, eux, ils sont équipés parce qu'une clause pénale, c'est probablement l'outil le plus dissuasif pour convaincre les récalcitrants de rentrer dans le rang. Quand on dit à un copropriétaire bailleur, mais si ton locataire ne respecte pas le règlement de l'immeuble de telle affaire, là, ça va te coûter tant par jour d'amende. Quand tu parles au portefeuille, c'est très convaincant. N'est-ce pas, M. Papineau? Effectivement, on l'a dit dans les dernières semaines, les clauses pénales, c'est peut-être ce qui est le plus facile pour un syndicat. On envoie une petite lettre et c'est ce qui est le plus dissuasif pour les copropriétaires parce que, comme vous le dites, on leur explique que ça va leur coûter quelque chose de ne pas respecter la déclaration. Voilà. Et on peut, par exemple, mettre à l'amende, disons, prenons l'exemple d'un locataire qui ne respecte pas, prenons n'importe quel exemple, je ne sais pas moi, interdiction de plantes sur les balcons. Le locataire met des plantes, ne respecte pas le règlement. On pourrait imposer une clause pénale de combien par jour? C'est pas 100 $ par jour, mais
ça pourrait avoisiner combien? Écoutez, il faut que ça reste raisonnable. Si jamais il faut aller à la cour pour percevoir le montant des pénalités ou des amendes, le tribunal a toujours le droit, la juridiction et le pouvoir de réduire le montant. Sauf qu'il y a de plus en plus de juges qui les appliquent en disant, surtout un dernier jugement, où le juge a condamné le copropriétaire en lui disant, écoutez, vous avez voté pour le règlement, vous le saviez, ben payez maintenant. Oui. On en parlait dans l'émission précédente, mais je pense que c'est important de revenir là-dessus, que nos auditeurs le sachent. La clause pénale, maintenant, a déménagé, a changé d'adresse dans la déclaration de propriété. Elle est passée du règlement d'immeuble à l'acte constitutif. Mais peut-être un petit rappel des procédures pour ceux qui n'en ont pas et qui doivent l'enchasser dans l'acte constitutif. Combien ça coûte et qu'est-ce qu'on doit faire? Combien ça coûte? Même réponse la dernière fois, j'espère. Ça dépend ce qu'on a besoin d'un règlement, c'est-à-dire on a besoin d'un texte, une proposition. On a besoin par la suite de faire le vote à l'Assemblée. On a besoin par la suite de demander au notaire de modifier la déclaration de copropriété. Alors, dépendamment de ce qu'on va demander comme service, ça peut être n'importe quoi entre 500 et 2000. Entre 500 et 2000. On ne peut pas penser, par contre, que c'est un one size fit all, là, c'est un règlement, c'est pas la même chose pour tout le monde. Alors, de penser, pouvez-vous m'envoyer une copie du règlement qui fait à tout le monde? Ça n'existe pas, il y a toujours des particularités dans un immeuble. Alors, chers auditeurs, pour ceux qui s'intéressent, si vous avez l'intention de faire réécrire votre déclaration de copropriété, ce serait le moment d'enchasser la clause pénale parce que ça peut coûter quelque chose comme 8 000 $. Les prix peuvent varier, mais on est dans les plusieurs milliers de dollars pour faire réécrire une déclaration. Ce serait l'occasion d'enchasser la clause pénale pour un montant forfaitaire. Maître Papineau, est-ce qu'il est permis d'imaginer qu'un jour, des promoteurs vont construire des copropriétés où la location des condos y serait interdite? Ben, écoutez, M. Sellier, est-ce que si on peut l'imaginer, on peut imaginer beaucoup de choses dans la vie, mais effectivement, il pourrait y avoir une copropriété, un immeuble, qui exigerait dans sa déclaration de copropriété, et on pourrait l'inscrire à ce moment-là dans la destination de l'immeuble, que l'immeuble est destiné à des propriétaires occupants seulement. Et c'est la seule façon qu'on pourrait y arriver. Remarquez que peut-être qu'avec la Charte des droits et tout ça, un juge pourrait trouver que ça n'a pas de bon sens, mais c'est la seule façon qu'on peut voir, c'est de l'inscrire dans la destination, parce que par règlement, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'utiliser ou de jouir de ses droits, mais la seule façon serait la destination de l'immeuble. Donc, au départ de l'immeuble dans la déclaration ou en modifiant la déclaration de copropriété si elle est déjà existante avec une majorité de 90% des voix. Voilà. Alors donc, pour lire la fiche pratique sur la destination de l'immeuble, vous tapez dans l'engin de recherche, dans le moteur de recherche en haut sur condolégal.com, destination de l'immeuble, et vous arrivez évidemment à cette fiche pratique. Et elle explique vraiment bien là, les tenants et aboutissants de tout ça. Et puis, vous pouvez aussi aller voir les votes en assemblée, parce que ça, Maître Papineau, ça se décide en assemblée, hein, au moyen d'un vote. Oui. Juste nous rappeler brièvement, est-ce que c'est une double majorité? Comment ça fonctionne pour obtenir ce vote, pour qu'il soit favorable? On doit effectivement avoir la double majorité de l'article 1098 du Code civil du Québec. Qui se laissent ici, là, sont prises à la majorité des 3/4 des copropriétaires. Ce sont tous les copropriétaires de l'immeuble et non pas uniquement ceux qui sont à l'Assemblée. Alors, 75% de tous les copropriétaires de l'immeuble qui doivent représenter 90% de toutes les voix du syndicat. Ça veut dire que la partie n'est pas gagnée d'avance, hein? C'est rarement le cas. J'ai pas vu ça souvent. Parce que, pour revenir à la question que je vous posais précédemment, M. Papineau,
est-ce qu'il serait permis d'imaginer qu'un jour, des promoteurs construisent des copropriétés où la location des condos est interdite? Il faut savoir que l'article 1063 du Code civil du Québec stipule que chaque copropriétaire dispose de sa fraction. Il use et jouit librement de sa partie privative et des parties communes à la condition de respecter le règlement de l'immeuble, et taratata. Donc, c'est pas évident non plus. Donc, c'est une question délicate. Ça pourrait se faire, mais c'est pas gagné d'avance non plus. Non, mais vous voyez, M. Sellier, les gens me disent souvent, ben oui, mais ils le font en Floride. Mais en Floride, ils ont une loi qui n'est pas tellement différente de la nôtre, étrangement, mais il existe en Floride une loi sur les immeubles pour les gens, les propriétaires de 55 ans et plus. Ah ouais, OK. Alors, et il y a une loi qui permet aussi en Floride de faire des entrevues pour les futurs copropriétaires. Ouais. La loi permet aussi expressément d'interdire la location. Alors, on n'a pas la même loi là. C'est pas du tout la même chose. Il ne faut pas comparer des pommes et des oranges. On n'est pas du tout dans le même registre. J'ai déjà plusieurs commentaires de nos internautes. Une internaute nous dit nous avons un propriétaire qui loue son condo et les locataires refusent de s'assurer. Vincent Gaudreau, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oups, on a perdu Vincent, son micro. Vincent? En fait, c'est sûr que c'est possible pour cette personne-là de s'assurer. Généralement, trouver de l'assurance pour les locataires, c'est pas excessivement difficile. C'est pas excessivement coûteux non plus. La prime moyenne en assurance locataire, c'est 287 $ par année. Donc, pour le prix de 2 gros cafés chez Starbucks, vous pouvez être assuré à tous les mois. Là. Donc, c'est pas excessivement coûteux. On parle de 20-30 $ par mois, le gros maximum avec les taxes. Ouais. Donc, c'est parce que cette personne-là ne veut pas pour différentes raisons. À ce moment-là, ça va être de voir au niveau du règlement de l'immeuble, au niveau de l'acte de copropriété, tout ça, là, voir c'est quoi les moyens à la disposition du conseil d'administration. Question, Vincent, complémentaire, quelqu'un qui l'a approprié. Est-ce que le propriétaire bailleur... Je pense que Mathieu avait quelque chose à ajouter. Ah, Mathieu, oui, je m'excuse, Mathieu. Oui. Idéalement, François, en fait, pour renchérir sur ce que Vincent dit, en fait, il faudrait que le travail se fasse au départ. Donc, que le copropriétaire bailleur mette une clause dans ses règlements d'immeuble comme quoi que son locataire doit être assuré en assurance responsabilité civile là, en tout temps. Puis, une fois par année, il demande tout simplement là, la copie de son contrat d'assurance. Donc, en ayant cette disposition-là dans les règlements de l'immeuble, ça va fortement aider. Puis, le locataire va être au courant aussi. Donc, il va signer comme quoi qu'il va respecter ce règlement-là. Donc, ça a une force un peu plus élevée. Dissuasive. J'allais ajouter un commentaire superflu peut-être. Il me semble que mon condo, je le loue 1 500 $. Le locataire ne veut pas souscrire une assurance. Est-ce que le propriétaire bailleur pourrait dire, bon, regarde, je vais souscrire l'assurance pour toi là, à 275 $, là. On ne reviendra pas fou. C'est pas vraiment possible en règle générale. Non, il faut vraiment que l'assuré soit impliqué dans la prise de l'assurance. OK, il faut que l'assuré signe et c'est son document à lui et c'est lui. OK. Une autre question, là. Résolution, une autre internaute nous dit qu'ils ont une résolution qui interdit le cannabis. Je présume que c'est dans les parties privatives et communes parce que le locataire consomme du cannabis. À qui j'envoie la pénalité? J'imagine que c'est une administratrice qui nous dit ça. J'imagine que c'est au propriétaire qu'on envoie la pénalité. Au copropriétaire, c'est au copropriétaire. Le lien avec le syndicat, c'est syndicat copropriétaire. Puis après, ensuite, il y a un lien entre le copropriétaire et le locataire. Justement, Mathieu, vous parlez d'un lien entre le copropriétaire et le locataire, mais quand le lien entre le copropriétaire et le locataire ne se fait pas pour diverses raisons, parce que le copropriétaire ne s'en occupe pas, à quel moment les administrateurs doivent rentrer en jeu ou le gestionnaire? Ils doivent rentrer en jeu quand il y a un préjudice envers les voisins ou envers les meubles, tout dépendant de la faute qui est commise là, par le locataire. Donc, si après des avis verbaux écrits ou autres contre le copropriétaire, il n'agit pas, le syndicat doit agir. Les administrateurs ont le mandat d'agir, en fait, pour enlever le préjudice envers les autres copropriétaires. Oui, puis peut-être donner pour nos auditeurs des exemples de préjudice. C'est pas nécessairement un préjudice mortel, là. C'est surtout pas ça. Mais des préjudices, ça peut être plein de choses, là, Mathieu, non?
Oui, surtout au niveau locataire, qu'on dit locataire, qu'on dit copropriétaire, souvent c'est la même chose qui ne sont pas respectées, là, mais souvent c'est du bruit normalement, là, ou de la location court terme. OK, des choses comme ça. OK. Mais parce que quand on dit qu'il faut que ça cause préjudice, est-ce qu'il y a des choses. Parce que tout ce qui enfreint la règle cause un préjudice. On ne peut pas dire, ben oui, il enfreint la règle, mais c'est pas grave ce qu'il fait, on laisse faire. Hein? Je n'ai pas bien compris. Je veux dire, quand on dit qu'un locataire cause un préjudice à la collectivité des copropriétaires, il faut agir. Mais dès par exemple, un locataire ne respecte pas l'immeuble, ça cause un préjudice. On ne pourrait pas dire, ben, c'est pas très grave comme infraction ce qu'il fait, on le laisse faire. Mais Non, si vous me permettez, François, de répondre à ça, parce que il y a des jugements qui disent que le simple fait en matière de copropriété de ne pas respecter les règlements constitue une raison d'aller demander ou l'annulation du bail ou une procédure d'injonction. Ça cause un préjudice, le simple fait de ne pas respecter la déclaration. Déclaration, c'est ça. OK. Donc, ça, c'est clair. C'est important de le savoir. Est-ce qu'on peut faire respecter le règlement de l'immeuble? D'abord, Maître Papineau, ensuite Mathieu, qui est dans le cas vécu, dans le day-to-day, là, sur le terrain. Ben, Yves Papineau l'est aussi, mais de différentes façons. Est-ce qu'on peut faire respecter le règlement de l'immeuble à un locataire, même si son copropriétaire bailleur ne l'a pas fait avant de lui faire signer le bail? Si oui, comment les administrateurs d'une copropriété doivent-ils procéder? Maître Papineau d'abord, puis ensuite Mathieu. OK. Ben alors, la loi prévoit très simplement que le locataire est tenu de respecter les règlements dès qu'on lui remet une copie. Que ce soit le copropriétaire ou le syndicat, l'important, c'est de faire la preuve qu'une copie lui a été remise et qu'il en a pris connaissance. Et à ce moment-là, le syndicat peut instituer les procédures judiciaires nécessaires. Donc, il n'est pas obligatoire d'opposer le règlement avant la signature du bail. Ça peut se faire par la suite aussi. Bon, ça, c'est un petit peu une controverse qu'il y a eu parce qu'en matière de location, dans la section louage du Code civil, l'article 1894 dit que le règlement doit être remis au locataire avant la signature du bail et qu'on ne peut pas modifier les règlements pendant la durée du bail. Mais l'article 1057 du Code civil en matière de copropriété crée une exception en disant que le locataire est tenu de les respecter dès la remise. Et il y a eu des décisions de la Régie du logement disant que c'était l'article 1057 qui avait préséance sur l'article 1894. Donc, c'est une façon de protéger une collectivité de copropriétaires si un copropriétaire n'a pas fait ses devoirs d'emblée. Alors, sinon, ça pénalise tout le monde, n'est-ce pas, M. Papineau? Exactement. Voilà. Mathieu, là-dessus, est-ce que vous avez dans la pratique courante, est-ce que vous voyez souvent des cas comme ça? Normalement, on va dire quand on va modifier la déclaration de copropriété au niveau des règlements, quand on va envoyer l'annexe de la déclaration de copropriété à tous les copropriétaires, on peut mettre aussi à l'occasion pour ceux qui louent, n'oubliez pas d'aviser vos locataires de cette modification-là. On l'a vu il y a quelques mois au niveau du cannabis, au niveau des clauses pénales, etc. Oui. Donc ça a été assez populaire dernièrement. Donc, évidemment, les copropriétaires bailleurs doivent faire suivre ce document-là aux locataires. Puis à ce moment-là, c'est ça, l'article 1057 vient en règle. Puis, en fait, pour savoir, normalement, le conseil d'administration reçoit le bail de la Régie du logement, qui est du tribunal administratif du logement, maintenant, il faut dire, du copropriétaire. Donc, à chaque fois qu'il y a un changement de locataire, le copropriétaire envoie le bail ou les coordonnées de son occupant, de son locataire au syndicat. Et dans le bail, la section E, il y a une section à savoir si le locataire a été avisé des règlements de l'immeuble en copropriété. C'est indiqué très, très, très clairement dans la section E. Donc, c'est là qu'on a notre réponse à savoir est-ce que le locataire a été avisé des règlements de l'immeuble de la déclaration de copropriété ou non. Si on voit que ce n'est pas rempli, on va questionner le copropriétaire.
Ouais. Parce que, puis Vincent, après, je suis à vous. J'ai une question pour vous. Mathieu et Yves Fabio, on sait que en copropriété, il arrive souvent, corrigez-moi si je me trompe, mais je ne pense pas me tromper, que pendant 10, 15, 20 ans, les 20 premières années de vie de la copropriété, les administrateurs n'aient pas vraiment fait appliquer le règlement et qu'il y a des faux plis qui se sont pris, évidemment, au fil du temps. Alors, un jour arrive un conseil d'administration qui décide de faire le travail. Là, ça peut faire des flamèches, hein, parce que là, on veut défaire des faux plis qui sont pris, de mauvaises habitudes qui sont prises depuis 20 ans. Maître Papineau, là-dessus. Vous aviez un cas, je pense, il y a plusieurs années, vous m'avez parlé d'un cas où tout le monde, personne ne respectait le règlement. L'un faisait ceci, l'autre là. Lui, si, lui fait ci, moi, je peux faire ça. Et vous avez pris les plus gros cas et vous avez réglé le problème. Regardez, les règlements, là, malheureusement, pas que je veux avoir l'air d'un partisan de l'armée ou de l'anarchie, là, mais les règlements sont Loi et faits. l'ordre. Oui, voilà. L'idée, c'est que les règlements sont faits pour être respectés. Et pourquoi il y a des normes, il y a des règles et des règlements? C'est pour que ça soit pareil pour tout le monde et que les gens qui habitent un immeuble sachent qu'en entrant dans cet immeuble-là, ils auront à respecter ces lois-là, ces règles-là, mais ils auront en compensation ou en parallèle le plaisir de jouir de ces règlements-là. Alors, si on dit qu'on ne veut pas de bottines d'hiver dans le passage, c'est peut-être pas agréable pour tout le monde, mais c'est sûrement pas agréable pour tout le monde de voir les bottines de tout le monde dans le passage non plus. Alors, les normes, les règles, c'est fait pour être respecté. Puis si on n'en veut pas, ben on ne vit pas en copropriété ou on change d'immeuble où ils n'ont pas les règles qui font pas notre affaire. Vincent, justement, pour reprendre, revenir sur ce que Maître Papineau vient de dire à propos des bottes qui traînent sur le tapis en face de la porte dans le passage, il y a une question de sécurité incendie là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose que les assureurs prennent en compte aussi? Quand par exemple, Vincent, vous décidez qu'un assureur, qu'une copropriété qui souscrit une assurance pour le syndicat vous dit OK, cette copropriété-là, on la prend à telle condition. Est-ce que les assureurs imposent des conditions de ce genre-là? Est-ce qu'ils vont demander combien de locataires? Est-ce qu'ils vont imposer des conditions en disant est-ce que les gens respectent l'immeuble? Est-ce qu'il y a des manques flagrants en termes de sécurité incendie, des choses comme ça? En fait, souvent, ces manquements-là vont être découverts lors de l'inspection de l'assureur. Oui. En souscription, c'est sûr que la question du pourcentage d'unités qui sont louées, c'est une question qui est posée maintenant de façon statutaire là, par à peu près tous les assureurs. Oui. Donc, ce pourcentage-là est demandé comme question. Par contre, les souliers dans les passages, les problèmes avec certains panneaux électriques, souvent ces choses-là sont découvertes lors de l'inspection de l'assureur. À ce moment-là, l'assureur va faire des recommandations. Ça va être important que le syndicat suive les recommandations de l'assureur parce qu'évidemment, s'il ne suit pas les recommandations de l'assureur, il est à risque de se faire annuler sa police. Ouais. Et Vincent, je sais que certains assureurs exigent, ne couvrent pas les copropriétés qui utilisent des foyers. Alors, dans certaines copropriétés, certains assureurs vont dire si on vous assure et qu'un incendie est provoqué par un foyer, on ne couvre pas. Vous n'êtes pas couvert. Alors, si c'est un locataire qui crée un incendie parce qu'il a utilisé le foyer, là, ça peut être sérieux. Là. En fait, la question des foyers, c'est une vaste question, puis c'est très d'actualité présentement, parce qu'il y a beaucoup de syndicats qui se sont fait construire dans les années 80-90 où se faisaient installer des foyers. Puis évidemment, avec la nouvelle réglementation municipale, notamment à Montréal, ces gens-là ne peuvent plus utiliser leur foyer. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On peut... Parce qu'en fait, ils peuvent encore les utiliser, mais seulement dans le cadre d'une panne d'électricité. Ouais. Alors là, la question, je ramène pas, j'assure pas. C'est une grosse question d'actualité à l'heure actuelle. Évidemment, sur l'île de Montréal principalement. En fait, les assureurs, pour ne pas plus considérer qu'un syndicat a des foyers, les foyers doivent être condamnés. Ouais. Carrément condamnés. Donc, une simple promesse de dire on ne les utilisera pas si ce n'est pas suffisant pour l'assureur. Il faut vraiment que ça soit condamné, que ce soit même dans certains cas plus possible de mettre du bois à l'intérieur de l'âtre de la cheminée avec des plaques soudées et autres. Donc, ça prend vraiment une façon permanente de fermer ça, justement pour éviter une situation où un locataire ou un ami de passage ou quelqu'un décide de se faire un feu par un beau samedi soir puis ne sache pas que la cheminée était bouchée sur le dessus puis que la fumée se ramasse à l'intérieur. Évidemment, les assureurs veulent éviter ce genre de situation-là.
Donc, mais ça varie des exigences, puis même je peux vous dire que ça varie, c'est assez Ouais. récent même. Certains assureurs vont exiger de la non-utilisation, mais d'autres vont exiger que ce soit barricadé. Ils vont aller vérifier. Dans certains, ils vont demander des photos. Je peux vous dire que je me suis demandé des photos par certains assureurs de comment ça a été condamné dans les unités. Oui, effectivement, c'est arrivé. Là. On le voit de plus en plus. J'ai une question qui est pertinente, je pense. Qui mérite d'être posée. Une internaute qui me dit, est-ce que le copropriétaire qui loue son unité a le droit de profiter? Autrement dit, il loue son unité, mais il revient se baigner dans la piscine de l'immeuble. Est-ce qu'il a le droit de revenir profiter des aires communes, le gym, jardin, terrasse, le toit, et ainsi de suite, s'il n'habite pas dans l'immeuble, Maître Pinault? Écoutez, c'est non seulement pertinent, mais c'est relativement, je dirais, pas dans tous les cas, mais c'est surprenant que les gens pensent qu'ils peuvent louer leur appartement, mais qu'ils continuent de pouvoir utiliser ce qu'ils veulent. Ben ouais. Alors, ça, c'est comme avoir le beurre, l'argent du beurre, la vache, la laiterie et tout ce que tu veux, là. Ben oui. Effectivement, le principe, c'est que si tu cèdes tes droits dans la partie privative à quelqu'un, tu cèdes aussi les droits d'usage qui vont avec. Alors, tu ne peux pas, pour une raison aussi qui est simple, si j'ai, on exagère pour l'exemple, là, j'ai 50 appartements et je me ramasse que j'ai 50 locataires et 50 copropriétaires dans la piscine au lieu d'avoir juste 50, il va manquer de place dans la piscine ou dans le gym, là. Ah, ben c'est ça, là. Hein? Et là, ça risque d'y avoir une cause. Particulièrement de ce temps-ci, c'est problématique. Vincent, une autre question d'une internaute. Quand le locataire n'est pas assuré, est-ce que l'assurance copropriétaire couvre la responsabilité civile du locataire en cas de sinistre? Non. Non. Alors, en fait, l'assureur responsabilité civile va couvrir son assuré. Il va défendre son assuré. Il ne va pas défendre un autre assuré. Donc, il n'y a pas de transmission automatique, pas ça du tout. Donc, c'est important que les gens, c'est une chose que je dis régulièrement dans les formations, puis qui est souvent oubliée, le locataire, la personne qui loue son unité, doit avoir de l'assurance responsabilité civile. C'est excessivement important. Et le locataire, évidemment, doit aussi avoir de l'assurance responsabilité civile. Selon les chiffres du BAC, il y a 37 des locataires qui n'ont pas d'assurance. 37 c'est presque 1 sur 2. C'est beaucoup. Peut-être que c'est un peu moins fréquent là, pour les gens qui louent des unités de condo parce que c'est souvent des unités un peu plus dispendieuses, mais quand même, il y a un pourcentage important des locataires qui n'ont pas d'assurance. Donc, c'est important de vérifier qu'ils en ont, de demander une preuve. Puis aussi pour les locataires d'eux-mêmes s'assurer, évidemment, dans l'éventualité où leur locataire n'a pas d'assurance ou qu'il y a un problème, évidemment. Donc, c'est important qu'eux-mêmes aient de l'assurance. Mais Papineau, je pense que c'est important de rappeler que la nouvelle loi, dans la loi 141, le projet de loi 141 qui a été adopté en décembre, en 2018, pas en décembre, mais plus tôt, maintenant oblige les copropriétaires à souscrire une assurance responsabilité civile, n'est-ce pas? Oui, mais écoutez, les déclarations de copropriété le prévoyaient déjà de toute façon. Et là, aujourd'hui, de 1 à 12 unités, on doit avoir 1 million de dollars en responsabilité et 13 et plus, il faut avoir 2 millions. Mais encore là, dépendamment de l'immeuble, 1 million ou 2 millions, ça se peut que ça ne soit pas suffisant, là. Et peut-être que, si je peux prendre votre place 2 secondes, M. Sellier, on pourrait demander à Vincent, est-ce qu'il y a des grosses différences de primes entre 1 million, 2 millions et 5 millions, disons? Oui. C'est excessivement mineur. On est encore en café Starbucks. Là. C'est s'assurer pour. En fait, je peux vous dire, même chez nous, par exemple, de base, c'est 2 millions toujours. On n'assure plus à 1 million. On ne fait plus ça même depuis plusieurs années. C'est minimum 2 millions pour tous nos assurés. Souvent, la différence, ça va être 250 $ pour une assurance de locataire avec 1 million, puis ça va être 290 $ pour 2 millions. Donc, la différence est relativement minime. Bon. Souvent, ça ne vaut pas la peine de couper là-dessus. On en parlait, mais Papineau, avant l'émission, avant la web radio de ce soir, là. Une assurance responsabilité civile de 2 millions, c'est bien beau, là. Ça semble être un bon montant, mais si l'immeuble coûte 50 millions et qu'on provoque un dégât d'eau, par la faute d'un copropriétaire, il y a un dégât d'eau qui coule du 28e jusqu'au 15e. Les dommages peuvent être énormes en termes de coûts, non? Effectivement, 2 millions, c'est beaucoup d'argent. Si on veut l'accumuler, c'est long.
mais faire des dommages pour 2 millions, ça peut être assez vite. Ouais. Pas particulièrement pour quelqu'un qui est en hauteur. J'aurais tendance, si je suis dans une tour et je suis dans les étages supérieurs, à peut-être prendre un montant d'assurance plus important parce qu'effectivement, un dégât d'eau, on sait, là, si ça part du 12e, ça descend sur 12 étages, ça va vite, là, ça va très, très vite. Il se passe quoi, M. Papineau, si l'assuré a une couverture de 4 millions mais que les dégâts coûtent 6 millions à réparer? Il manque 2 millions, là, non? Il va emprunter chez M. Cellier 2 millions qui manquent ou il va le trouver ailleurs, mais il y a un problème, là. Ça, il ne fallait pas le dire, M. Papineau, mais enfin, maintenant, tout le monde le sait. Je vous laisserai mon courriel, puis si vous voulez emprunter, appelez-moi. Écrivez-moi. Mais effectivement, M. Cellier, les gens, vous savez, l'assurance, et là, je ne suis pas là pour en vendre, là, c'est Vincent qui fait ça. Mais les gens ont une drôle de façon de voir l'assurance. Et effectivement, c'est vrai que ce n'est pas toujours agréable à payer. Mais les gens disent, moi, je n'ai pas de meubles, je n'ai rien assuré, puis je ne fais pas de dommages. Mais allez voir juste votre garde-robe, là, ceux qui ont plusieurs complets, des cravates, des chemises, des souliers. Vous allez vous apercevoir que les gens disent, moi, je vais assurer mes meubles pour 20 000. Ben oui, les meubles, peut-être qu'il y en a pour 20 000, mais il y a autre chose que des meubles. Alors, le montant d'assurance, il faut faire attention au montant qu'on souscrit. Et comme disait Vincent, les primes, là, on double le montant de l'assurance, de la couverture, on ne double pas le montant de la prime. Ouais. Les gens sous-estiment souvent la valeur de leur bien. Là. Je le vois là, régulièrement. Là, puis même en assurance commerciale, on le voit aussi beaucoup. Quand les gens en réclamation font la liste de tout ce qu'ils ont, des fois, ils ont des mauvaises surprises. Ils en ont beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Parce que n'oubliez pas aussi qu'on assure généralement en valeur à neuf. Donc, les gens se disent « Ah, c'est vieux, ça ne vaut plus rien. » Ouais, mais attends, c'est parce que si on remplace pour le même item neuf. Alors, est-ce que, Vincent, on demande, est-ce que les assureurs, parce qu'évidemment, un assuré qui a perdu des biens endommagés lors d'un sinistre, est-ce que l'assureur va demander des photos, des preuves, des factures, ou est-ce qu'on va parfois couvrir sur parole, là? Souvent sur parole. Par exemple, dans une maison qui a passé au feu au complet, on ne va pas demander des factures pour indemniser. Là, ça n'aurait pas de sens. Puis ça serait pas, on sait bien que les gens ne gardent pas leurs factures sur la plupart de leurs biens. C'est normal. Donc, c'est sûr, par contre, si vous avez une maison de faible valeur puis vous demandez des tapis, des tapis de valeur, des bijoux, des trucs qui ne font pas de sens, c'est sûr que là, il y a peut-être des questions qui vont se poser. Par contre, souvent, les montants d'assurance, particulièrement l'assurance habitation, là, pour les propriétaires occupants, les montants d'assurance sont suffisants. Ce n'est pas un problème. Évidemment, dans la mesure où vous ne demandez pas des choses qui sortent de l'ordinaire, qu'un assureur peut se poser des questions sur OK, là, ce qui est peut-être en train d'exagérer ou quoi que ce soit. Vraiment, ça se règle relativement bien. Là, vous n'avez pas besoin d'une liste ou de exhaustive. C'est ça, exactement. Dans le cas d'un dégât d'eau, souvent, les items sont encore là. Ils sont juste mouillés, mais ils sont encore là. Donc, c'est assez facile de faire le décompte à ce moment-là. Donc, en fait, on pourrait faire une vidéo de la propriété aussi, ça l'aide vidéo, photo, puis on les met ça, sur le cloud. Comme ça, si on a un sinistre majeur, ben, au moins on peut envoyer des photos ou une vidéo à l'assurance. Est-ce que c'est arrivé, monsieur, dans les propriétés que vous gérez, ce genre de situation où le locataire ou le propriétaire doivent justifier une réclamation d'un bien? D'un sinistre majeur, non, c'est pas arrivé. C'est déjà arrivé des fois, par exemple, là, on parlait tantôt de dégâts d'eau sur multiples étages, c'est déjà arrivé. Puis le locataire il dit mon divan a été endommagé, j'ai eu le J-Proc du plafond est tombé dessus avec de l'eau. Donc, ça, oui, ça arrive. Là. Bon, j'ai une autre question d'une internaute qui nous est posée, peut-être M. Papineau ou Mathieu Blanchette. Est-ce possible qu'un syndicat de propriétaires, est-ce possible que le syndicat de propriétaires exige que toutes les locations soient gérées par une compagnie de location au choix du conseil d'administration? Je pense pas, hein? Je pense que c'est le gestionnaire qui s'occupe de tout ça. Là. Regardez, j'ai ça justement, un dossier à Québec où les copropriétaires ont voté ce règlement-là à l'effet qu'il n'y aura qu'une compagnie de gestion pour faire la location.
prétextant à tort ou à raison que ça va être plus simple, il va y avoir un meilleur contrôle. Et effectivement, les copropriétaires ont voté ce règlement-là. Mais encore là, on revient aux droits des copropriétaires. Ceux qui ne seraient pas d'accord sur le règlement, non seulement qu'ils peuvent voter contre, mais ils peuvent demander l'annulation en disant que ça brime leurs droits et que ce n'est pas dans l'intérêt du syndicat. Mais est-ce que justement, M. Papineau, c'est dans l'intérêt du syndicat d'avoir une firme de gestion qui s'occupe de la location? Ben, ça dépend. Là, je vous parle d'un dossier où ce sont des appartements en bord de piste de ski. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir une compagnie de gestion? C'est sûr que si j'en ai une qui gère 25 appartements, c'est plus simple pour le syndicat que d'avoir 25 firmes de gestion différentes. Oui, voilà. Il y en a une seule qui s'occupe de tout ça et qui doit faire respecter les règles aux locataires et tout. C'est un peu ça. Je pense à Mathieu, la journée qu'il va avoir 25 compagnies de location qui vont louer dans ses immeubles, il va trouver que ça prend beaucoup plus de temps que s'il y en a juste une. Oui. Mais tu peux juste rappeler aussi que l'assurance responsabilité civile obligatoire pour chaque propriétaire varie de 1 million à 2 millions selon le nombre d'unités. Juste nous le rappeler aux auditeurs, s'il vous plaît. Alors, de 1 à 12, 1 million, 13 et plus, 2 millions. Mais comme on sait, Vincent me disait également, 1 million, c'est pratiquement, c'est les choses du passé. Maintenant, on est à 2 millions minimum. Hein? Remarquez, 1 million, si vous êtes dans un duplex, ça se peut, là, mais deux appartements de 500 000, on est déjà rendu à 1 million. Oui, c'est ça, effectivement. Hein? La loi 141, en fait, pour en complément d'information, puis ça vient effectif, le 1 million et 2 millions, ça vient effectif le 15 octobre de ce mois-ci. Oui, voilà, le 15 octobre, donc c'est très bientôt, n'est-ce pas? Oui. Dans 8 jours. Donc, qu'on se le dise, que les internautes, que les gens qui nous écoutent le sachent, ils passent le mot aux autres. Parce que, mais, advenant que la règle du montant d'1 million ou 2 millions ne soit pas respectée, qu'est-ce que ça change, Vincent Gaudreault? En fait, dans la mesure où la réclamation est en bas du montant d'assurance, ça ne change rien. Ça ne change rien. Donc, à part que vous êtes en contravention avec votre déclaration de copropriété, là, puis il peut y avoir peut-être des pénalités ou autres, là, mais au final, au niveau de la réclamation, dans la mesure où c'est en dessous, il n'y a pas de trouble. Donc, l'autre volet des locataires qui nous intéresse, c'est la question des travaux. Hein? C'est une donnée importante. Lorsque des travaux urgents doivent être réalisés dans une unité, qu'elle soit occupée par un copropriétaire ou un locataire, les règles sont-elles les mêmes dans les deux cas, M. Papineau? Les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Il ne peut pas avoir deux catégories d'occupants dans un immeuble. Il ne peut pas avoir deux règlements différents dans le sens qu'on ne peut pas dire les copropriétaires ont le droit de rentrer avec leur chien par la porte d'en avant, mais les locataires uniquement par la porte d'en arrière. Il faut que les normes et règles soient les mêmes pour tout le monde. Donc, en fait, je vais préciser ma question, M. Papineau. Si des travaux urgents sont à faire dans une unité louée par un locataire, le locataire ne peut pas s'y opposer et dire, ben là, j'ai besoin d'un avis d'une semaine, de 3 jours, de 72 heures. C'est 24 heures. Mais est-ce que même pour les travaux urgents, c'est 24 heures? Ouais. S'il y a urgence d'entrée, non. Par exemple, le service incendie là, et tout, non. Parce que normalement, le conseil d'administration va avoir les clés, ils vont utiliser la clé. Mais pour des travaux connus, ce qui différencie copropriétaires et locataires, c'est que les locataires doivent être avisés selon les lois du tribunal. La régie du logement. C'est 24 heures. Admettons que 2 bardeaux sont endommagés et qu'ils pourraient créer une infiltration d'eau lors de la pluie suivante. Est-ce que le conseil doit demander 24 heures avant de réparer les bardeaux? Si c'est sur un toit, par exemple. Sur une non, mais comme dit Mathieu, quand c'est une urgence urgente, oui, on peut rentrer, puis on peut fermer le robinet, puis on peut faire ces choses-là. Mais la loi a été amendée là, que maintenant, même les locataires sont soumis aux mêmes normes et mêmes règles que le copropriétaire. Il n'y a pas encore là 2 catégories d'occupants dans l'immeuble. Alors, urgence,
pour procéder à des travaux, il faut donner des avis, comme dit Mathieu, 24 heures ou 48 heures, dépendamment des travaux, mais il reste que le toit coule ou la personne a oublié fermer le robinet, ben, on rentre dans l'appartement et c'est tout, là. OK, mais quand on dit urgence, prévenir 24 heures, si c'est une urgence qui est une question d'heures là, et pas de 24 heures, est-ce qu'on peut procéder quand même? Ben, écoutez, il faut préserver l'immeuble. Alors, ce qu'on dit, c'est que l'urgence, c'est relatif, là. Ce que dit Mathieu, on décide de faire des travaux, ben, il faut aviser le locataire ou l'occupant, il faut lui donner un certain délai pour réagir. C'est tout à fait raisonnable. Mais pour éviter un feu ou un dégât, on n'a pas besoin d'envoyer d'avis. OK, ça marche. Une autre question posée par nos internautes ici, là. Dans le cas de locataires qui ne respectent pas le règlement d'immeuble causant divers problèmes et que leur propriétaire ne fait rien, est-ce que le SIA peut agir et pourrait même faire évincer le locataire? On voulait y arriver à ça. La réponse est oui, mais pas nous, non? Effectivement, la loi prévoit, et c'est pour ceux que ça intéresse, c'est l'article 1079, la loi prévoit que le syndicat, après en avoir avisé le locataire et le locateur, s'il n'y a rien qui change, peut s'adresser, comme disait Mathieu tantôt, aux nouvelles nominations, ce n'est plus la Régie du logement, mais le tribunal administratif du logement. Le syndicat peut s'adresser au tribunal administratif du logement pour obtenir la résiliation du bail. Et est-ce que c'est une procédure qui est très longue, Davino, avant d'obtenir l'éviction? Très long, ça dépend ce qui est court et long pour vous, M. C'est relatif, oui, effectivement. La longueur peut être relative, c'est ça long. Normalement, c'est très long. Oui, Mathieu? Normalement, c'est très long quand on parle du tribunal administratif du logement, surtout quand c'est pas urgent et c'est pas du non-paiement. Bien, regardez, peut-être pour effectivement, Mathieu a raison, l'histoire est la suivante. Au tribunal administratif du logement, les non-paiements de loyer uniquement, c'est très vite, c'est 2-3 semaines. Quand on demande une résiliation de bail, c'est un peu, ça peut être plus long, ça peut être 3 mois, 6 mois. Ça dépend aussi si vous êtes à Montréal, à Québec, à Chibougamau ou ailleurs. Ça dépend du nombre de causes qui sont là. Quand je dis Montréal, Québec, Chibougamau, je ne veux pas dire qu'il y a des endroits mieux que d'autres, mais ça dépend du volume des demandes aussi. Ouais. Une autre question. Est-ce que le locataire, lorsqu'il y a des travaux à faire qui soient urgents ou pas, ou en tout cas, des travaux à faire qui ne sont pas urgents mais qui doivent être faits dans les semaines à venir, est-ce que le locataire doit être avisé par son propriétaire bailleur ou c'est le syndicat qui doit aviser? L'important, le code dit que le syndicat donne au locataire. Alors, ça peut être le locateur, ça peut être aussi le syndicat. La raison de l'article 1066, on dit syndicat parce qu'on est en matière de copropriété, mais ça n'empêche pas le locataire de pouvoir donner l'avis. Ça n'empêche pas le locataire, OK. Là, j'ai une autre question. Je vais être certain de bien comprendre. Je vais la lire. En tant que copropriétaire, est-ce que je peux demander à l'administrateur du syndicat, au conseil d'administration, si la personne qui vit dans son appartement est un locataire qui a signé un bail avec lui et s'il est assuré? En tant que copropriétaire, vous avez le droit, en vertu de l'article 1070, de requérir les informations qui sont au registre du syndicat. Et au registre du syndicat, la loi dit que le syndicat tient un registre concernant le nom et l'adresse postale de chaque copropriétaire et nous dit la même chose pour ce qui est du locataire. Alors, on peut demander, on dit ce registre peut aussi contenir d'autres renseignements personnels concernant un copropriétaire ou un autre occupant. Donc, oui, on peut demander si c'est un copropriétaire qui occupe ou qui y habite, demander s'il y a une police d'assurance. Je ne suis pas certain qu'on peut le demander. De toute façon, comme disait Vincent Gaudreau tantôt, c'est un petit peu problématique cette question-là, parce que moi, si j'ai une attestation d'assurance en date d'aujourd'hui, comme il disait, ça vaut pour aujourd'hui. Si je ne la paye pas ou si la police est annulée ou si je l'ai fait annuler, on n'en a plus là. Ouais. Une autre question pertinente.
la déclaration de copropriété stipule une responsabilité civile de 3 millions. Est-ce qu'on doit respecter le 2 millions ou la déclaration de copropriété qui dit 3 millions? Vincent ou Maître Papineau? Maître Papineau, allez-y. Oui. La déclaration, la loi prévoit le minimum et le syndicat, la déclaration peut prévoir un montant plus élevé. Donc, la déclaration aurait préséance. Oui. OK, excellent. Bon, on a parlé des travaux, là, la question est importante. Je rappelle à nos auditeurs que l'émission traite des locataires en copropriété et des diverses problématiques qui peuvent survenir. Ben, comme on le disait en début d'émission, je pense on est tous d'accord ici pour dire que la majorité des locataires ont un comportement exemplaire, ils font preuve de civisme, mais il y a toujours une minorité, une poche de résistance de locataires qui, par ignorance ou par mauvaise foi, décident de ne pas respecter le règlement de l'immeuble, décident de ne pas... Pour les gens qui viennent de se joindre à nous, je pense qu'il serait important de répéter la chose, Maître Papineau, lorsqu'un locataire ne respecte pas le règlement de l'immeuble, qu'il soit en cours de bail ou qu'il ait pris connaissance du règlement avant de signer ou en cours de bail, il doit respecter le règlement, n'est-ce pas? Effectivement. Il a l'obligation, comme tout occupant d'immeuble. La loi a fait une distinction maintenant, depuis le 10 janvier. On parle de copropriétaire, on parle de locataire et on parle d'occupant. Alors, peu importe votre droit de demeurer dans l'immeuble, vous êtes tenu de respecter les règlements. La location d'unités engendre des augmentations de la police d'assurance. Bon, la question posée par une autre internaute, serait-il possible de percevoir la différence aux propriétaires bailleurs? Théoriquement, oui. Mais légalement, non. OK, C'est alors, un problème. La jurisprudence là-dessus, le syndicat ne peut pas réclamer aux copropriétaires qui louent. Ça serait brimer leurs droits, en fait. Ça serait leur imposer une amende sur un droit qu'ils ont. Effectivement, François, ce que dit Mathieu, c'est exactement le jugement qui a été rendu par la Cour. C'est que si la déclaration permet aux copropriétaires de l'occuper ou de le louer, le juge a dit, ben là, tu ne peux pas lui demander de payer une partie d'une surprime ou payer plus cher parce qu'il loue. Il a le droit conféré dans la déclaration de copropriété. Alors, effectivement, ce que dit Vincent, la déclaration de copropriété indique souvent que si les activités d'un copropriétaire ou d'un occupant occasionnent une surprime, la surprime peut être récupérée de celui qui occasionne la surprime. Mais dans le cas de location, si votre déclaration de copropriété prévoit expressément que vous avez le droit de louer, c'est pas un acte qui fait que vous aggravez le risque. Il est déjà prévu à la déclaration. Bon. J'aurais deux choses à rajouter là-dessus. Oui. En fait, exactement. Par contre, si un copropriétaire ferait du Airbnb, puis à moins que je me trompe, là, c'est différent. S'il y a une augmentation de prime causée par la location à court terme, puis et que c'est permis, évidemment, dans la mesure où c'est permis, puis tout ça, tout le monde. À ce moment-là, peut-être la surcharge d'assurance pourrait être chargée au copropriétaire qui fait du Airbnb. Ou, par exemple, on le voit aussi dans des cas où un copropriétaire va décider d'avoir une garderie. Ou d'avoir des activités que les autres peuvent dire OK, c'est correct, on accepte les activités. Par contre, l'augmentation des primes va être chargée à cette personne-là. C'est des cas qu'on voit. Puis de toute façon aussi, c'est assez difficile de départager quel pourcentage de la prime est dû à la location ou non, de toute façon, parce qu'en fait, les assureurs vont tolérer jusqu'à un certain pourcentage. Ils vont tolérer certains 40, certains 50. Ça peut dépendre même jusqu'à un certain point de l'humeur du souscripteur à qui on parle. Alors, il y en a qui sont de bonne humeur, des souscripteurs, Vincent? Ça arrive. Oui, ça arrive. Ça dépend de qui et à quelle période, mais on sait lesquels, d'ailleurs, sont souvent plus généreux que les autres. Mais mais c'est le genre de choses qu'on peut faire aussi. Et puis, mon Dieu, j'avais une autre chose à dire de la location, mais j'ai perdu mon idée. OK. Mais Vincent... Si je peux renchérir sur Vincent, ce qu'il a dit, en fait, il peut y avoir une surprime pour la location résidentielle. Il peut y avoir une surprime pour la location commerciale. Ce que Vincent dit au niveau Airbnb, aux garderies, on parle d'un commerce, là, on ne parle plus d'une résidence de la location court terme régulière. Là. Donc, la différence de surprime, elle est quand même majeure, que ce soit résidentiel ou commercial. Ouais.
OK. Vincent, revenir un peu sur la situation de l'assurance, pour donner suite à ce que vous venez de dire, le propos que vous avez tenu à l'instant. Je pense que nos auditeurs ont besoin de savoir. Je pense que c'est pertinent de dire à nos auditeurs que la situation de l'assurance en propriété est extrêmement précaire actuellement, comme dans d'autres domaines aussi, et que les syndicats de propriétaires doivent tout mettre en œuvre pour mettre toutes les chances de leur côté, incluant la gestion des locataires, parce que on est passé je pense, de 11 assureurs à 6 en propriété au Québec. Je ne sais pas si c'est encore diminué le nombre. Et ils sont très chatouilleux. Comment? Ça se maintient. Ça se maintient. Ça se maintient. Bon, on se maintient, on retient notre souffle, mais on sait que les assureurs sont très, très susceptibles de nos jours et que ça ne leur prend pas grand-chose pour décrocher d'une copropriété. Je pense que les auditeurs doivent le savoir. Juste peut-être nous résumer un peu le portrait de la situation et pourquoi c'est important, notamment de mettre toutes ses chances, voyons, je recommence, de mettre toutes les chances de son côté, notamment dans la gestion des locataires. Vincent. Bien, vous l'avez dit, il y a peu d'assureurs actuellement qui assurent les syndicats de copropriété. Depuis plusieurs années, il y a des enjeux de profitabilité au niveau de l'assurance des syndicats de copropriété. Je pense que c'est en train de se régler tranquillement, pas vite. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a peu d'assureurs. Évidemment, ces assureurs-là qui demeurent dans le marché sont de plus en plus défensifs, sont de plus en plus exigeants et aussi ont le piton d'annulation au renouvellement de plus en plus facile, dans la mesure où on voit qu'il y a un syndicat des problèmes, puis il y a des signes qui démontrent que c'est un immeuble mal entretenu, des signes qui démontrent que c'est un immeuble qui a des problématiques au niveau de la construction. Le non-renouvellement est très rapide. Ouais. Donc, c'est important que les syndicats de copropriété, pour garder des coûts d'assurance le plus bas possible, fassent de la prévention. Parce qu'évidemment, après m'avoir une réclamation, il y a des coûts pour le syndicat, en dehors même de ce qui est couvert par l'assureur. Il y a des coûts de franchise, des coûts de gestion, des coûts humains, les désagréments, tout ça. Donc, la prévention est excessivement importante, puis il l'est encore plus aujourd'hui parce qu'un syndicat qui a un historique de réclamation va avoir de plus en plus de difficultés à s'assurer avec des conditions qui vont être de plus en plus prohibitives. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les syndicats, ça prend vraiment un bon historique de réclamation, puis la prévention est essentielle, que ce soit pour les locataires que pour les copropriétaires. On est là. Mathieu, est-ce qu'on a vu sur le terrain, est-ce que vous avez vu des copropriétés perdre leur assureur? Est-ce qu'on commence à voir ça, des tendances ou des augmentations de primes et de franchises telles que là, ça devient impossible? Oui, j'en ai vu, malheureusement, oui. Il y en a qui ont été non assurés pendant quelques semaines, par exemple, ou d'autres, c'est la franchise en cas de dégâts d'eau qui n'existe plus. L'assureur ne veut plus assurer les dégâts d'eau et ils ne sont pas capables de se tourner vers un autre assureur. Donc, oui, on en a de toutes les couleurs, malheureusement. Puis, c'est un phénomène qui est assez récent, comme Vincent dit. C'est récent. On ne voyait pas ça il y a quelques années. Puis là, on commence à voir des copropriétés devenir orphelines d'assurance. Ce n'est plus une blague, c'est une réalité. Et il y a peut-être une tendance vers cet état de fait. Et là, ce serait sérieux. Là, si on commence si ça devait faire un effet domino, ça pourrait être extrêmement sérieux. J'ai une autre question d'une internaute. Est-ce qu'il y a un maximum de personnes à qui un copropriétaire peut louer un condo? Disons, le locataire, ils sont 8 là, à louer un condo. Il ne faut pas exagérer non plus. La loi en matière de location dit qu'on ne peut pas surcharger un appartement. Okay. Et il y a beaucoup de décisions de l'ancienne régie du logement, nouveau tribunal administratif, qui dit qu'on ne peut pas. Et on peut demander, le locataire ou le syndicat pourrait demander l'annulation du bail en disant, écoutez, c'est une chambre à coucher, puis il y a 5 personnes qui demeurent là. Ouais. C'est sûr que ça peut se faire. Donc, ça pourrait même devenir, disons, 2 familles qui vivent dans un même logement là, pour se partager les coûts. Ça pourrait commencer à être sérieux. Normalement, François, c'est 2 personnes par chambre. Donc, si on a un 5,5, on peut avec 3 chambres à coucher, on peut être 6 dans le logement. Ouais. C'est ce que la loi. Il y a une loi québécoise, puis il y a une loi municipale aussi. Donc, ça serait à vérifier avec la personne qui pose la question, vérifier avec sa municipalité, à savoir c'est quoi en matière de logement au niveau du nombre d'habitants. Elle va avoir la réponse. Oui, effectivement. Il y avait une autre question ici qui est passée. Et là, je pense que c'est une question. Attendez, est-ce qu'elle est encore là? Est-ce que le locataire doit être avisé par son propriétaire? Non. Il y avait une question, elle a disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La question a disparu. Vincent, je reviens sur le locataire qui n'est pas couvert par une assurance responsabilité civile.
le propriétaire bailleur l'a exigé, il a souscrit, mais en termes de souscription, a cessé de payer, n'est plus couvert, arrive un sinistre, le locataire n'a pas d'assurance responsabilité civile, il est responsable, il est fautif. Il a laissé couler son bain, ça a débordé à l'étage du dessous. Le propriétaire, le bailleur, a des problèmes, là. Ben, en fait, d'une part, la première chose, c'est si vous avez une assurance responsabilité civile, cet assureur-là va vous défendre. Donc, va payer un collègue de Maître Papineau, grassement probablement, ou Maître Papineau lui-même, exactement, pour défendre le bailleur. Donc, en partant juste là, ça démontre l'utilité de l'assurance. Même si vous n'êtes pas responsable de rien, tout ça, si vous êtes embarqué dans la poursuite, il va falloir vous défendre. Donc, les coûts de défense vont être défrayés par votre assurance responsabilité civile, évidemment, dans la mesure où vous en avez un. Après ça, dans quelle mesure vous allez être responsable des actes de votre locataire? Peut-être, M. Papineau, vous pouvez en dire un peu plus que moi là-dessus. Là. Oui, mais tout dépend de la cause du sinistre et tout ça. Mais effectivement, moi, je ne vends pas d'assurance et surtout que je n'aime pas tellement les compagnies d'assurance. Mais malheureusement, on n'a pas le choix que d'en souscrire. Autrement, on va être obligé d'emprunter chez vous, M. Sévier. Ouais, oui, écoutez, là, dans ce plus, la cour est pleine. J'ai reçu déjà 15 courriels depuis tout à l'heure. Alors, non, c'était un canular, mesdames, messieurs, je ne suis pas millionnaire. D'ailleurs, la majorité des propriétaires ne sont pas millionnaires, et les locataires encore moins. Mais, comme on le disait, Vincent, au début de l'émission, il faut le redire parce qu'il y a des gens qui sont arrivés après le début. Ça coûte pas cher, une assurance à responsabilité civile. En fait, même une assurance de locataire, la prime moyenne au Québec, c'est 280 $ annuellement. C'est quand même pas énorme. Alors, si on a les moyens de louer un condo, disons 1 000 $, 1 200 $ par mois, on devrait faire ce petit effort supplémentaire. Hein? C'est sûr que j'ai vu des cas, parce qu'on le voit particulièrement au centre-ville ou dans les gros immeubles, la franchise du syndicat est importante. Et puis je l'ai vécu. On a une franchise de près de 100 000 $. Le syndicat s'est viré de bord, a été voir le locataire qui avait causé le dommage et ce locataire-là n'avait pas d'assurance. Donc, automatiquement, il n'y avait pas d'assureur pour le défendre. Il a fallu qu'il fasse faillite ou on n'y aura pas le choix. Là. Donc, sa responsabilité personnelle a été interpellée. Bien, absolument, parce qu'évidemment, si vous n'avez pas d'assureur, on vous poursuit. Vous devez vous défendre. Puis si on a un jugement contre vous, on va l'exécuter. Donc, évidemment, c'est pour ça que les locataires doivent avoir de l'assurance. Oui, parce que là comme vous venez de le dire, on peut déshabiller Jean complètement. Là. Il peut se retrouver tout nu dans une franchise, c'était un 100 000 $, c'est pas rare. Là, dans la plupart des taux au centre-ville, maintenant, on est rendu là. Des 100, 150, 250 000 $ de franchise. On ne tombe même pas dans l'assureur du syndicat. C'est le syndicat qui va carrément poursuivre le locataire. Ouais. Donc, c'est pas rare aujourd'hui. C'est pour ça que ça prend une responsabilité. On ne joue pas avec ces choses-là. Ce n'est pas un jeu d'enfant. 19h57, il reste 3 minutes. Mathieu, est-ce qu'on a vu ça, des locataires se faire poursuivre là, parce que pas d'assurance responsabilité civile, dommage de 100 000 $? Moi, personnellement, j'en ai pas vu je suis plus spécialisé au niveau des petites et moyennes copropriétés, là, donc des grosses tours comme Vincent peut discuter, j'en gère moins, mais j'en ai pas connu personnellement de cas par rapport à ça. Là. Ouais. Parce que là, ce qui se passe, c'est que si le locataire est insolvable ou qu'il est poursuivi, mais qu'on ne peut en tirer que la moitié du montant, c'est le syndicat qui va payer la différence, non? Le copropriétaire. Le copropriétaire? Oui. Okay. Ouais, donc, le syndicat, ce qu'il va faire, c'est qu'il va poursuivre le locataire et le copropriétaire bailleur. Il va essayer de se faire rembourser où ce qu'il peut. Mais là, on imagine les complications. Ça coûte cher en frais juridiques. C'est un vrai spaghetti, cette histoire-là, n'est-ce pas, M. Papineau? Écoutez, c'est sûr que si tout le monde est assuré, c'est une bonne chose. Si les assureurs acceptent de payer, c'est encore mieux, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais moi, je répète ce qui a déjà été dit par tout le monde, ça ne coûte pas si cher que ça et c'est donc moins de troubles pour tout le monde et moins dangereux. M. Papineau, le mot de la fin vous revient avant de dire au revoir à nos auditeurs. On va dépasser le temps, mais je pense que c'est important d'aborder la question en quelques minutes, M. Papineau. L'article 1074.2. Alors, on oblige les copropriétaires
à souscrire une assurance responsabilité civile, mais les assureurs, la plupart du temps, ne payent plus parce qu'il faut prouver la faute. Expliquez-nous ça là, en 3 minutes, M. Papineau. Gros défi. Gros défi, mais vous allez voir, c'est très simple. Le principe est que la loi maintenant est interprétée de la façon suivante par les assureurs. Le syndicat doit prouver la faute du copropriétaire. S'il ne prouve pas la faute, le copropriétaire n'est pas tenu de rembourser la franchise. Les assureurs ont pris la position suivante. Ils ont un formulaire qui dit « Mon assuré n'est pas responsable, alors on ne paye pas ». Ça, c'est systématique à quelques exceptions près. Alors, le syndicat est toujours pris pour poursuivre ou assumer la perte. Ce que je trouve extraordinaire, par exemple, c'est que les assureurs payent de moins en moins, augmentent les primes de plus en plus. Alors, il y a quelqu'un quelque part là-dedans qui a un business ou un moyen de faire des sous un peu meilleur que les miens. Là. Ça doit être Vincent. Non, je pense que c'est François Sellier. On en parle depuis tantôt. Il faut que l'argent vienne de quelque part. Je pense que c'est François Sellier. Moi, c'est ma théorie. Fake news, je vous le dis, fake news. C'est sûr que c'est des fake news. Mais Papineau, juste préciser une chose. Si le locataire ou le propriétaire fautif d'un sinistre de dégâts d'eau, par exemple, est reconnu comme tel, son assureur va payer. Oui. Il paye quoi? Il paye la franchise du syndicat? Jusqu'au montant de la franchise. OK. Excellent. Alors, c'est tout ce temps qu'on a aujourd'hui. Quel plaisir on a eu, comme d'habitude. Merci beaucoup, M. Mathieu Blanchette, gestionnaire de copropriété chez gestiondecondo.com. Merci d'avoir participé à l'émission. Vincent Gaudreau, courtier en assurance de dommages chez Gaudreau Assurance. Merci beaucoup, Vincent. Maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété au cabinet LJT. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous dirai, mesdames et messieurs, quel sera le thème abordé. Je ne le dis pas maintenant parce que ça change des fois. Ça peut varier ou ça peut fluctuer selon ce qui se passe dans l'actualité. Merci d'avoir été là. Merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir. Bonne fin de soirée, tout le monde.